qu'il y a tout un concours de circonstances qui a fait que le film s'est fait au bon moment avec de bonnes personnes. Je traînais le scénario depuis longtemps, même s'il a été modifié. Avant, ça se passait pas à Tokyo, après, ça se passait à Tokyo. Après, il était réécrit une, deux, trois fois, cinq fois. Et j'ai eu la chance, à un moment, Irreversible s'est produit, qui a marché commercialement, et du coup, effectivement, ça a fait que j'étais plus crédible pour avoir du financement pour le prochain film. Le film était essentiellement fait par Wild Match. Il y a Fidélité qui a fait la production déléguée du film. Il y a aussi Pierre Buffin qui est responsable des effets visuels, qui a coproduit le film. Mais il y a un moment où tu te dis, voilà, comment tu arrives à enclencher un film, il n'y a pas de comédien inconnu, il y a des séquences où ça parle que de défense tout le temps, et en plus, on ne connaît pas la longueur, mais le scénario c'est déjà 120 pages, donc ça n'allait pas être un film de 60 minutes. Et en plus, tu leur dis, on va tourner au Japon, alors que tous les gens qui reviennent du Japon, ils reviennent traumatisés, ils disent, voilà, les codes d'honneur et de travail sont tellement différents, on a été perdus. Et pour un producteur, de financer un film au Japon, c'est un gros risque parce que tu te dis, voilà, le budget peut exploser, on n'a aucun moyen de contrôle. Quoi qu'il en soit, bon, finalement, le film a été lancé. J'ai trouvé les comédiens de la toute dernière seconde, genre presque tous ont été castés une semaine avant le tournage, sauf Paz, que j'avais en tête depuis un moment. Les autres, c'est des non-professionnels. Et voilà, j'ai eu un concours de bonnes rencontres. Voilà. Si tu comptes pas sur ta bonne étoile, en général, tu te lances pas sur un film. Tu comptes sur ta bonne étoile, mais des fois, tu la surestimes. Et voilà, je l'ai surestimé. Et heureusement, la bonne étoile m'a bien rendu parce que je rencontrais toutes les bonnes personnes à la toute dernière seconde. Et je suis content du résultat. Je ne pensais pas que ça allait vraiment ressembler à ça. Le film est plus futuriste que ce que je pensais au départ. Tu sais jamais vraiment à quoi va ressembler le film avant de l'avoir lancé, avant d'avoir trouvé les gens, les décors et compagnie. Et après, il y a des séquences qu'on a improvisées ou qu'on a rajoutées. Parce qu'une fois qu'on était à la salle de montage, on se disait, tiens, il y a telle articulation qui ne fonctionne pas bien. La séquence de la crémation, elle n'était pas dans le scénario. Et c'est Pierre Buffin qui m'a dit, tiens, pour bien comprendre que le mec est mort, tu devrais le brûler. Et du coup, effectivement, on a trouvé un crématorium. Et on est reparti tourner pour une semaine là-bas. Et on a mis le comédien dans un vrai cercueil, un vrai crématorium. Et on a fait le surfo, on a vécu l'expérience. On a finalisé beaucoup d'effets spéciaux, on a compressé à droite à gauche des passages d'un appart à l'autre, raccourci des fins de séquence, des débuts de séquence, mais il y avait aussi quelques trucages qui étaient mal finalisés, ou aussi la bande-son qui n'était pas du tout prête à Cannes. On a mixé en 3 jours, on a mis des musiques dont on n'avait pas les droits et compagnie. Et voilà. On ne s'attendait pas du tout à être sélectionné à Cannes, mais voilà, chance inouïe, on était sélectionné à Cannes, tu veux pas dire. Mais aussi, on avait mis quelques effets sonores à Cannes que je n'aimais pas, mais qui étaient faits à la dernière seconde, et des trucs un peu tonitruants. Et finalement, un film, on a des intentions au départ, et aussi après, il y a le film qui éjecte lui-même toutes les choses qui ne sont pas en phase avec le film. Et du coup, après avoir vu le film à Cannes, même, c'était pas qu'à Cannes, on s'est dit, voilà, effectivement, tel son ne marchait pas, tel trucage était trop clair, et au bout d'un moment, tu harmonises tout, tu restes à l'homme. J'ai même la longueur du film, moi, parce que pour ceux qui ont pris des champignons, pour ceux qui ont pris du lésé, ça ne s'arrête jamais, ça continue, on dit, ça je descends chaque fois que tu crois que t'en es sorti, ça recommence. Et du coup, je me suis dit, voilà, si on veut faire un film qui ressemble à une expérience hallucinogène, pour les gens qui ne l'ont pas pris ou pour ceux qui l'ont pris, il faut montrer un peu ce que c'est. Voilà. La perception du temps, des fois tu prends des trucs, tu as l'impression que 3 heures se sont passées en 1 minute, des fois c'est l'inverse, c'est 1 minute qui devient 3 heures. D'ailleurs, effectivement, pour la séquence de DMT, quand tu filmes de DMT, l'effet dure 5 minutes, mais c'est vrai que tu as l'impression que ça dure 1 heure. Donc est-ce que quand tu veux faire un film en réalité perceptuelle, où tu es dans la tête du personnage, est-ce que tu appliques le temps interne ou le temps externe? Effectivement, après, sinon, si on avait fait une séquence hallucinogène au début qui dure 1 heure, je pense qu'il y a des gens qui auraient craqué un peu. Au départ, dans le scénario, le bar ne s'appelait pas The Void du tout. Je crois qu'il s'appelait Vertigo. C'était lié au fait qu'un jour, j'avais fait une faire arrêter par la police avec un gros paquet de joints
dans une boîte qui s'appelait Vertigo, que j'ai balancé le truc dans les toilettes, ça frappait à la porte, etc. Je devais avoir 18, 19 ans, etc. J'ai arrêté les gens ce jour-là. Je m'en suis très bien comporté par la suite. Mais du coup, voilà, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à concevoir le film. C'est dans un pays où la police était moins gentille qu'à Paris. Par la suite, effectivement, le tournage venu, je me suis dit Vertigo, c'est trop personnel, voilà, Oscar, Gaspard, ça se ressemble un peu, du coup, je me suis dit, voilà, je vais le changer, je vais l'appeler le Void, parce qu'aussi il va mourir là-dedans. Enter, c'était une dernière seconde, parce que je me suis dit, tiens, si j'appelle le bar de Void et que je mets Enter juste en face du balcon, ça permettrait de ne pas mettre le titre dans le film. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut faire un film avec des très petits typos au début, et il n'y aurait jamais de titre dans le film. Sauf qu'après, je me suis dit, voilà, si je veux enfoncer le clou et ne pas mettre The End à la fin, je peux mettre The Void à la fin et Enter au début, parce qu'on rentre dans le film. C'est vrai que The Void, c'est à la fois le vide, c'est pour l'amant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de la vie. Je ne crois pas à l'au-delà, à la réincarnation, des trucs comme ça. Mais du coup, le vide, c'est vraiment vide. Sauf que tu te dis aussi que sa vie était assez vide, parce que finalement, il n'a rien fait à part vendre des extras, faire la fête et essayer de protéger sa soeur, que finalement, il ne le protège pas, sa vie est dépourvue de sens. Et du coup, quand à la fin, il y a le titre qui revient de Void, c'est dire, voilà, on rentre à nouveau dans le vide de l'existence. Ça me fascine. Peut-être c'est le truc plus de. Quand on a 15 ans, on a envie de croire à des dimensions parallèles, on a envie de croire qu'on peut sortir de son corps. J'avais même fait des exercices respiratoires pour sortir de mon corps. J'ai vu tous ces trucs sur les projections astrales. Je me dis comme ça, je serai prêt le jour où je vais devoir affronter la mort, je serai prêt et je saurai voler comme les anges. Fantôme. Et plus ça va, moins je sortais de mon corps, et plus je devenais matérialiste. Effectivement, même j'ai pris pas mal d'hallucinogènes. En espérant pouvoir sortir de mon corps, je suis jamais sorti de mon corps, j'étais au fond de ma tête, perdu. Marc Caro, il a beaucoup apporté. C'est une chance pour moi qu'il a accepté de participer au film. Il venait de finir le montage dans 01. Et le film sortait au mois de janvier, entre le mois de septembre et entre le mois d'août et le mois de janvier, il avait du temps. Et il s'avère que la pré-production du film, à la fin, c'était un peu une catastrophe. J'avais toujours pas les comédiens. Il fallait que je commence à préparer les décors au Japon. On avait l'équipe et je pouvais pas y aller. Je me suis dit, attends, il faut que quelqu'un aille diriger. Le chef déco là-bas, Marc Lao, il est vraiment visionnaire. Quand on voit le travail qu'il a fait sur La Cité des Enfants Perdus ou même son dernier film, je me suis dit, j'avais vu des pubs et des clips à lui qui étaient super techno. Je lui ai dit, est-ce que ça t'amuserait d'être superviseur artistique, des décors, etc. Et je crois que l'idée de travailler sur le film de quelqu'un d'autre pouvait l'amuser, plus que je croyais au départ, et aussi le fait d'aller travailler au Japon avec une équipe japonaise et tous les décors du Love Hotel, tous les décors la boîte de nuit avec les couleurs, des effets d'arc-en-ciel, etc. C'est lui qui les a dessinés, conçus, qui les a fait avec l'équipe japonaise. Et c'est vrai que d'un coup, il s'est retrouvé 2 semaines avant que moi j'arrive là-bas avec le casting fini, etc. Il s'est retrouvé sur place avec des Japonais qui lui posaient plein de questions auxquelles il ne pouvait pas répondre parce que après ils m'ont envoyé les questions à moi et je recevais des montagnes tous les soirs je recevais 60 questions à répondre et ils avaient préparé tout en avance et ils comprenaient pas la méthode de travail qui déjà n'est pas très complète en France où tu penses qu'à la dernière seconde tu as les meilleures idées. J'ai cette qualité, ce défaut, c'est que par exemple quand je fais du casting, je ne déciderai que la veille qui est le comédien qui va jouer le rôle. L'équipe d'effets visuels de chez Buff était énorme. On a tardé à lancer la fabrication des effets visuels, mais à partir du moment, juste avant le festival de Cannes, on savait qu'on allait à Cannes, donc il y avait presque 100 personnes qui travaillaient sur l'ensemble des effets spéciaux. Il y a des trucs qui paraissent simples, mais qui sont très compliqués. Tous les plans à la fin de caméras qui volent sur Tokyo, ou la grue, ou la caméra qui va à l'intérieur de la ville et qui va vers le Love Hotel.
on a l'impression que c'est une maquette, mais en réalité c'est des prises de vue réelles qu'on a bidouillées pour lui ressembler à une maquette. Il y a un truc, c'est que le film repose tellement sur les effets spéciaux que d'un coup, je sais pas où ça va mon travail de réalisateur ou comment le travail de réalisateur de Pierre Buffin ou de l'équipe des effets spéciaux. Il y a des choses, il y a des parties entières du film où j'étais totalement dépendant de ce qu'on allait me livrer, me proposer, que je pourrais commenter, améliorer ou pas. Ça a permis que le film puisse être fait parce que c'est vrai que de mesurer le coût de ces effets-là est un peu impossible, à moins que la personne devienne partie prenante de la production. Et voilà, je suis extrêmement heureux qu'il ait fait partie de l'aventure, parce que peut-être sinon l'aventure n'aurait pas eu lieu. Je pense que il n'y a qu'une partie qui pourrait être en 3D réellement, c'est le début. Le reste du film, il est très mental, et je pense que même moi, qui ai un peu la connaissance des trucs sous hallucinogènes, j'ai pas eu des hallucinations en 3D. Les hallucinations sont plutôt en 2D. Et ce serait bizarre de faire un film où tout d'un coup on met des lunettes, au bout de 30 minutes, on passe en 2D parce que les gens vont être déçus de devoir les enlever. Je réserverai la carte 3D pour d'autres films que celui-ci. Il y a eu des expériences faites en 3D de films où tu as une séquence en 3D, l'autre pas, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est vision subjective, ça marcherait très bien en 3D. Si je devais faire un film en 3D, peut-être que je me ferais beaucoup de vision subjective. D'ailleurs, Avatar, qui est un film que j'aime beaucoup, je trouve qu'il n'a pas résolu un problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais un film en 3D, il faut repasser sur un langage où les plans sont plus longs, où la caméra évolue dans l'espace. Le champ contre champ en 3D est beaucoup plus gênant que le plan en 2D. Et le montage rapide aussi est un peu gênant. Et les sous-titres, c'est un truc super gênant en 3D aussi. Dans Avatar, que je fais la VF ou la VO, de voir des titres flotter dans l'espace, c'est vraiment, il y a un côté un peu contre nature. Tant que c'est la 2D, t'as l'impression de lire une bande dessinée, mais en 3D, l'avantage de la 3D, c'est que ça ressemble un peu plus à la réalité, mais du coup, ça te sort de ce sentiment-là. Mais les seules séquences qu'on a storyboardées, c'est les séquences d'action de voiture. Parce que c'est fait en multicouche, devant des écrans verts, donc il fallait que je dessine le camion qui arrive par le tunnel, il fallait qu'après, le capot qui se lève, donc il y avait une couche juste pour le capot de la voiture, une autre pour la vitre qui explose, une autre pour les parents qui s'explosent contre la vitre, une autre couche pour les enfants qui s'explosent contre le siège des parents. Et tout, effectivement, c'est 5 couches différentes. Ça, c'est le seul truc que j'ai storyboardé, mais je crois que j'ai arrêté de storyboarder depuis mon premier court-métrage. Parce que quand tu storyboardes, tu as tendance après à illustrer ton dessin, qui est souvent beaucoup moins intéressant que la réalité. Et en plus, si tu dessines mal, tu fais des dessins très frontaux, et finalement, tu as un film qui ressemble à une tas de marionnettes, c'est des images frontales, parce que tu as dessiné de manière frontale. Et mon expérience m'a prouvé que j'étais meilleur quand je me couvrais beaucoup, et que à une séquence, quand j'allais dans un décor, j'improvisais avec les comédiens un peu leur déplacement ou leur dialogue, et après je me couvre en filmant la séquence de plusieurs manières différentes, comme ça j'ai plus de matériel au montage pour pouvoir choisir si je veux la version longue, la version courte, la version rapprochée, la version éloignée, et après tu as une musicalité interne du film qui auto-éjecte les versions qui vont pas, et finalement souvent tu hésites entre deux versions qui sont celles qui musicalement s'adaptent mieux au film. Il y a un plan qui est un peu compliqué, c'est le plan du miroir. J'ai pas inventé la vision subjective devant un miroir depuis Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça a été fait. Après, dans l'âme du lac, à un moment, le mec qui a une vision subjective se regarde aussi. Il y avait des plans très bien dans les deux films de Kassovitz, La haine et Assassin, où il y a quelqu'un qui se regarde dans un miroir en vision subjective. À quoi j'ai rajouté dans mon film le fait qu'il se touche, il se passe la main devant les yeux, il s'essuie, etc. C'est pas super simple à faire, mais c'est rigolo à faire. Il n'y a pas de miroir, en réalité il y a un trou. Et vous avez le même décor qui est renversé droite-gauche derrière. Et du coup, tu as le comédien qui arrive par le décor renversé. Et toi, tu arrives par le décor dans le sens normal. Et voilà, quand il regarde la caméra, en réalité, il regarde la caméra. Et quand la caméra panote, c'est les mains de mon assistant caméra qui
c'est moi qui dis la caméra, je palmettais, puis il bougeait les mains dans les pieds, puis la caméra repalmettait vers le haut, et bien sûr, tu as les brosses à dents qui sont dans les verres. Donc on a deux. On a une qui est de l'autre côté, une qui est de ce côté-ci, renversée, de droite à gauche, etc. C'est rigolo aussi. C'est rigolo à fabriquer, c'est rigolo à regarder. Mais sinon, ouais, les plans de grue, il y en a quelques-uns qui étaient plus ou moins compliqués. Selon la taille du décor et la longueur du bras, il y a aussi le plan qui était assez compliqué, c'est le plan où, quand la caméra sort de Boy, et que il y a Victor qui crie, et du coup Alex qui se bat avec des policiers et la caméra s'élève, parce qu'on a eu besoin de deux grues. Il y avait une grue en bas qui sortait du mur et qui allait jusqu'à un certain point au-dessus de la dispute. Et après, il y avait une autre grue qui était sur le toit. Et la deuxième caméra venait se coller presque à la caméra qui faisait la première moitié du plan. Et au moment où Alex se met à courir, la deuxième caméra dont la grue était sur le toit de Boy passe par-dessus le toit. Des fois, le problème, c'est que les deux caméras se heurtaient. Ou sinon, elles étaient trop loin. On a tourné la prise beaucoup de fois et finalement, il y en a une qui marchait. Et puis, après, il y a un morphing qui va d'un plan à l'autre et on a l'impression que c'est un seul mouvement continu et on a été ces deux plans. Le début du film était tourné en Super 35 et la suite du film en Super 16. Je pensais que le Super 35 allait donner un aspect plus réel au début du film, mais de facto, le contraste, les couleurs, et c'est vrai que la pellicule aujourd'hui Super 16 est presque aussi piquée que la pellicule Super 35. Rétrospectivement, si je devais retourner le film, je pense que toute la première partie, je la tourne en Super 16 parce que les caméras sont plus légères et que le fait d'avoir tourné en Super 35, ça donnait moins de mobilité à toute la partie en vision subjective. Après, j'aime bien le principe des caméras HD, mais quand on filme des tubes néants, etc., il y a toujours un côté un peu électronique ou surexposé qui est reconnaissable et j'ai opté pour pas me tourner en Super 16. L'avantage de tourner en vidéo HD, c'est que tu as le résultat immédiatement et tu n'as pas besoin d'attendre le retour du labo pour savoir si les images sont bien exposées ou pas. Tu gagnes du temps en étalonnage aussi, mais je trouve qu'effectivement, quelqu'un qui allume une cigarette en HD, tu vois toujours que la flamme est cramée d'une manière artificielle et que tu peux reconnaître qu'on a un tournage HD. Peut-être que je suis trop fétichiste de mon propre passé et que j'aime bien les images qui ressemblent à du Kodachrome, des choses comme ça. Moi je fais la caméra, j'ai pas fait la lumière du film, mais il y a des cadres qui se répondent, je garde toujours la même focale, j'aime pas trop changer de focale, même s'il y a des gens qui ont l'impression que je suis passé au fisheye pour certains trucs, c'est des trucages qui sont censés reproduire un fisheye, mais non, tout le film était tourné avec la même focale. Si on fait un film qui se passe presque que la nuit, d'ailleurs le mec, sa vie c'est la nuit, et la vie c'est la nuit, et même quand on va à Tokyo, c'est vrai que Tokyo ça peut être flashant le jour, mais c'est surtout flashant la nuit. Dans le livre des morts tibétains, qui a servi un peu de base, pas mal de base au film, il est dit que plus ça va, plus on avance dans le bardo et plus on s'éloigne des lumières, qu'on rate toutes ces chances d'accéder à une dimension supérieure, plus l'image s'assombrit, plus on va sombre et plus à la fin il ne reste que ces lumières jaunes qui émergent de gens en train de faire la mort, qui sont des portes vers une incarnation future. Et il était prévu avant le tournage que vers la fin du film l'image devienne très sombre, peut-être comme dans un film de Grand Lieu ou dans les photos de Bill Hanson, mais la réalité pratique c'est que tu es dans des décors et ça devenait très compliqué de mettre la moitié de l'image dans l'ombre tout le temps, on l'a pu faire en post-prod, mais finalement c'était un parti pris de départ qu'on a un peu lâché en route. Si j'avais voulu reproduire vraiment le bouquin, il aurait fallu que toute la fin du film soit vraiment très sombre. Il y a des plans normaux, surtout le plan où il court dans la rue Alex. De dos, ça ressemble à un plan de schizophrénien où la rue le suit de dos. Qu'est-ce qu'il y a comme autre film? Ouais, on voit des références à des films de Palma, où il y a beaucoup de visions d'au-dessus, il y a des moments où ça peut ressembler au Inauguration of the Playboy de Ken Sanger. Les références à 2001 sont évidentes.
Il y a plein de trucs que j'ai pompés à droite à gauche ou qui m'ont inspiré. Soy Cougar aussi, c'est une grosse référence à la fois pour la cible et pour ce film. C'est le début de Strange Day, c'est peut-être contient les meilleures séquences en vision subjective que j'ai jamais vues. Et du coup, j'ai regardé plusieurs fois le début de Strange Day avant de faire le film. Effectivement, la séquence du miroir, c'est la fin de citation de l'assassin et de la haine, je sais pas. Je vous remercie donc Gaspard de présenter le film.